Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, il est 23h, l'heure du journal. Bienvenue dans cette session d'information sur la télévision nationale congolaise. Formation du prochain gouvernement, la première ministre entame déjà une série de consultations avec les regroupements et formations politiques axés sur la réduction du train de vie des institutions, les profils robots des membres du prochain gouvernement pour y figurer. Les candidats doivent cocher plusieurs cases. Judith Toulouka a transmis ses critériums à ses interlocuteurs. Suivez ces reportages. Dans un communiqué de presse diffusé quelques heures avant cette rencontre, les services de la première ministre, Judith Suminwa Toulouka, avaient annoncé que cette dernière amorçait les consultations avec les regroupements et formations politiques. Ces discussions vont durer 7 jours à partir de ce samedi 13 avril 2024. Le premier groupe à être invité, c'est le regroupement Agissons et Bâtissons AB. Nous avons eu des échanges sur la formation du gouvernement. Cette formation qui a tourné autour du format, qui se veut être celui qui va aller vers la réduction du train de vie des institutions, en commençant aussi par celle-là, mais aussi les profils des personnes qui doivent animer ce gouvernement, où nous souhaitons, en tout cas selon le vœu de son Excellence Monsieur le Président de la République et ce qui nous a été dit par Madame la Première ministre, c'est des personnes expérimentées avec une forte probité et surtout des personnes qui remplissent d'autres cases telles que celles du genre et de la jeunesse. Ce regroupement reste disponible à servir, a précisé Jean-Michel Samaloukonde Kienge. Nous nous sommes mis entièrement à la disposition non seulement du Président de la République, mais aussi de son Excellence Madame la Première ministre, pour que ce travail puisse se faire en toute diligence et le plus rapidement possible. À l'Assemblée nationale, ce regroupement revendique 47 députés nationaux. Guerre de positionnement politique au sein des assemblées provinciales de la République démocratique du Congo en cette période hautement politique et cruciale qui plante déjà les décors sur le processus du développement de leurs entités. Les élus provinciaux ont intérêt d'opérer un choix judiciaire sans interférence afin d'imposer une gestion basée sur la bonne gouvernance. Suivez ces récits signés Joseph-Oscar Mbalkaïj. À la veille de l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs de province ainsi que des sénateurs, il s'observe une certaine agitation au sein des assemblées provinciales. La lutte pour les positionnements politiques constitue aujourd'hui les maîtres mots de certains acteurs politiques. Dans la province de l'Équateur, par exemple, un groupe de députés provinciaux a désavoué les bureaux provisoires de cet organe délibérant qui, à son tour, a récusé cette démarche qualifiée d'illégale. Trouble à l'ordre public, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité Peter Kazadi, a décidé de fermer jusqu'à nouvel ordre cette assemblée provinciale pour préserver le climat de paix et de sérénité dans la province. Même tableau dans la province du Haut-Katanga. L'élection de membres du bureau définitif de l'assemblée provinciale n'a pas eu lieu. Et pour cause, quelques députés provinciaux ont désavoué les bureaux provisoires chargés d'organiser cette élection. À la base, la situation d'un des candidats au perchoir de cet organe délibérant. Nous avons eu des réclamations suite à la situation d'un candidat très important, c'est-à-dire un candidat au sommet de ce qui devait se faire aujourd'hui, pour dire non, il n'est pas dans la légalité, c'est-à-dire on l'a validé sans qu'on sache ce qu'il a fait. Effectivement, lui-même a écrit des lettres sur la question. Il est à la fois fonctionnaire et député à la fois. Ce sont des choses qui ne se font pas. Il devait normalement démissionner d'un côté et rester ici. Une pétition a été initiée pour désavouer les bureaux provisoires. Le bureau d'âge s'est illustré par l'irrespect vis-à-vis de nous à travers ce comportement. 2 éléments se sont révélés. Donc, manquement grave et en plus de cela, une incompétence criante. Et la conséquence, c'est quoi? La conséquence, c'est la déchéance, parce que nous ne voulons plus de ces bureaux d'âge qui ne peuvent plus avoir à exercer son autorité sur les députés que nous sommes. Les députés provinciaux ont été ainsi invités
à cultiver l'essence de l'intérêt supérieur de la nation au détriment des intérêts personnels et égoïstes qui fragilisent la bonne marche des provinces. La Grande-Bretagne s'est dit prête à accompagner le gouvernement congolais dans différents secteurs afin de booster son développement. Dans les reportages que vous allez suivre, notre conseillère Christine Lenzo, Alison King, ambassadeur de la Grande-Bretagne à Kinshasa, a organisé une réception en l'honneur des 26 entreprises britanniques venues prospérer les marchés congolais. Plus de 26 entreprises du Royaume-Uni sont en mission commerciale en RDC. Cette forte délégation conduite par l'envoyé commercial du Premier ministre britannique pour la RDC, Lord Propat, était reçu à l'ambassade de Grande-Bretagne en RDC où une grande réception était organisée en leur honneur par Alison King. J'ai constaté que quand les Britanniques visitent la RDC, ça vraiment change l'image du pays. Et ça devient évident qu'il y a plein de potentialités ici, plein de capacités, plein de domaines où on peut développer notre engagement et notre partenariat économique. Donc je suis très heureuse de pouvoir être là pour témoigner la signature de cet accord, mais il faut attendre jusqu'à demain. Selon l'envoyé du Premier ministre britannique, Lord Propat, ces investisseurs ont vu les grands potentiels industriels du marché de la RDC et sont dévoués à leur engagement pour favoriser les partenariats stratégiques et durables, aussi accélérer les investissements, notamment dans les domaines industriels, et contribuer à la croissance économique. Ils sont aussi prêts à accélérer les investissements dans les domaines de la santé et de l'énergie propre et verte en RDC. Présent à cette cérémonie, l'ambassadeur de la RDC en Grande-Bretagne, il a dit sa satisfaction de voir des partenariats se concrétiser entre des Britanniques et des Congolais dans un futur proche. Outre le perte en vies humaines, de marchandises endommagées, de blessures suite d'un déraillement d'un train à Ubundu, à Kisangani, dans la province de la Chopo. Les détails dans ces reportages. Il s'agit d'un train marchandises de la Société nationale de chemin de fer du Congo qui a quitté Ubundu en destination de Kisangani, qui a commis un déraillement entre les points kilométriques 35 et 36 le mardi 9 avril dernier. Cette situation a alerté tout le monde car un seul accident de train peut causer plusieurs dégâts tant matériels que de vies humaines. Voilà pourquoi l'honorable Mathéus Kangalondimo, président de l'Assemblée provinciale de la Chopo, dépêche une équipe de députés provinciaux à leur tête Leli Dubundu, Ghislain Mogenya Baraka. Cette commission échange d'abord avec le directeur provincial de la SNCC Kisangani. Ce que nous savons pour les informations pour les gens qui étaient là, c'est le wagon qui était deuxième à la machine, il a déraillé. Quand il a déraillé en tombant, il a entraîné et la loco et l'autre. Au sortir des chefs de la délégation, le député provincial Ghislain Mogenya Baraka lance un appel d'espoir à la population. Nous avons appris qu'il y a eu 4 morts. Selon le directeur lui-même, il ne reconnaît qu'il y a seulement un cas d'un agent de la SNCC qui a été mort. Alors, face à cette confusion, comme Élie, nous devons voir clair par rapport aux statistiques de morts. Le fait qu'il n'y a plus une route qui peut prendre les véhicules ou les motos, faire Ubundu par route, voilà les conséquences de l'absence de la route Kisangani Ubundu sont en train de créer ces dégâts. Dans les jours à venir, être doté d'une station provinciale de la radio-télévision nationale congolaise, les travaux financés par la mission onusienne, une délégation est descendue sur terrain pour s'imprégner de l'évolution de ces travaux. Une délégation de la MONUSCO et de la RTNC sous station de Béni a visité conjointement le vendredi 12 avril 2024 le chantier où s'exécutent les travaux d'aménagement des conteneurs qui serviront à des futurs locaux pour abriter les bureaux et les installations de diffusion de ce média public dans la région de Béni. Satisfait de l'évolution de ces travaux, les responsables du service des communications stratégiques et de l'information publique de la MONUSCO à Béni, Jatobi Okala, a précisé que cette contribution de la mission onusienne rentre tout d'abord dans les partenariats gagnant-gagnant avec le gouvernement congolais
Tout en précisant que la relance des activités de la RTNC, c'est aussi pour lutter contre la désinformation et d'aider à la restauration de l'autorité de l'État. Nous sommes dans une zone rouge, dans une zone où sévit la désinformation, la manipulation des opinions. Et un média majeur comme la RTNC ne peut pas être à fond dans la région de Béni-Temba. Vous avez des médias comme Radio Okapi, vous avez des radios locales, communautaires, mais la RTNC, elle n'est pas présente sur les ondes. C'est ce qui a motivé la MONUSCO à mettre en place ce projet et nous sommes là aujourd'hui pour voir où en est l'évolution des travaux. Pour sa part, les responsables de l'entreprise qui exécute les dits travaux, l'architecte Papi Kassomo, a confirmé qu'ils sont même en avance par rapport au calendrier prévu et que les travaux d'installation du chantier évoluent sans aucun problème. A noter que ces travaux lancés depuis le 2 avril dernier coûteront plus de 40 000 $ américains pour une durée de 3 mois d'exécution pour le finissage. À 20 km à l'ouest de la ville de Goma, précisément à Saké, qui constitue un enjeu majeur pour la communication du gouvernement congolais sous contrôle des forces armées de la République démocratique du Congo, le gouvernement militaire a visité ces forces pour s'imprégner du comportement de nos forces armées sur terrain. Après l'interdiction pour les VDP de circuler avec leurs armes en plein milieu où sont habités les civils et leur sensibilisation sur le droit international humanitaire en ville de Goma, le gouverneur militaire du Nord Kivu, le général-major Peter Chirimwami Kuba, s'est rendu à Saké, dans le territoire de Massissi, ce samedi 13 avril 2024, avec à ses côtés les VDP, entendez, volontaires pour la défense de la patrie. Le chef de l'exécutif a palpé quelques positions militaires en vue des campements des Sewazalendo, vu qu'ils ne peuvent plus circuler en ville. Jusque-là, Saké est sous notre contrôle. Nous menons des activités, en fait, au niveau de l'armée, la ligne de défensive est là. Et avec l'armée, avec les volontaires pour la défense de la patrie, on continue à s'attaquer aux rebelles. Les Wazalendo sont à Saké, l'armée aussi est à Saké. Moi-même aussi, je vais de temps en temps, quand j'ai besoin de les visiter. Donc il n'y a pas de grands problèmes. Le grand problème, c'est peut-être parce que les Rwandais, à partir des hauteurs de Saké, ils larguent des bombes dans les camps de déplacés. Il a par ailleurs visité le poste de détachement de l'auditorat militaire à Saké, la colline Macha, qui a été plusieurs fois la cible des bombardements de l'ennemi, le rond-point communément appelé rond-point IBB, mais aussi le petit commerce des habitants qui ont accouru vers l'autorité militaire. Sur ces images d'amateurs, on peut donc voir et conclure que les courriers qui ont suivi le général-major Peter Chirimwami lui ont témoigné leur soutien, mais aussi leur décision de résister à l'attaque ou aux attaques de l'ennemi. La salle de réunion de la division provinciale du plan du Kwilu abrite un atelier de 4 jours qui réunit les missionnaires venus du ministère national du plan, bureau suivi et évaluation et les experts de la province. Cet atelier permettra à ces missionnaires de récolter des informations sur les investissements du gouvernement central alloués à la province et aux entités territoriales décentralisées. Redépenda pour les détails. C'est ce mardi qu'a débuté les échanges entre les experts de la province du Kwilu et les missionnaires du ministère du Plan, bureau des contrôles et évaluations, afin de permettre à cette mission de récolter les informations liées au suivi et évaluation des investissements publics financés par les gouvernements centrales aux provinces et entités territoriales décentralisées. C'est le ministre provincial en charge du plan, Grégoire Maloa Bigiliga, qui a procédé à l'ouverture de ces assises. Dans son speech, le patron du secteur du plan au Kwilu a d'abord rappelé aux participants les aspirations de la RDC qui veulent à tout prix rejoindre le club de pays développés. Pour y arriver, le pays de Félix Tshisekedi a mis sur pied plusieurs cadres statutaires, parmi eux le plan stratégique national de développement 2019-2023 qui est en pleine révisitation, et c'est ce qui justifie d'ailleurs la tenue de ces assises et qui fait appel à la récolte des informations quant à ces. Avant d'inviter le participant à l'assiduité, le ministre Grégoire Maloa Bigiliga rappelle les objectifs poursuivis. Échanger avec les différents experts intervenant dans les suivis et évaluations en province sur les processus utilisés par le ministère du Plan au niveau central pour obtenir
s'il vous plaît, pour collecter, analyser et traiter les informations afin d'avoir une même méthodologie de travail. Cet atelier est organisé dans la salle de réunion de la division provinciale du plan. Le GIRAD n'est autre que ces logiciels de gestion de recettes non fiscales et au centre de la formation des utilisateurs qui a ouvert ses portes à Kananga, les assises auxquelles prennent part les agents et cadres de la DGRAD de Kasaï occidental et ceux de services d'assiette rentrent dans les cadres du projet gouvernance financière initié par le ministère des Finances avec l'appui de l'Union européenne. C'est une centaine de participants qui prennent part à ces assises. En dehors des agents et cadres des 13 entités de la DGRAD Kasaï occidental, les agents des 6 services d'assiette, à savoir mines, environnement, hydrocarbures, DGM, PTNTIC et affaires foncières, suivent également cette formation. Un renforcement des capacités qui s'inscrit dans le cadre de l'informatisation de la chaîne des recettes, précise Didier Bazanguika, coordonnateur chef du projet gouvernance financière. Les utilisateurs sont formés. Ils vont basculer la procédure dématérialisée à partir du 1er juillet 2024. Donc, maîtrise des fonctionnalités, appropriation de l'outil informatique en même temps et l'aisance dans l'utilisation de l'OGIRAD. C'est d'informatiser la chaîne de la recette. Voilà, on ne travaille pas seulement avec la DGRAD, pour ce cas on est sur l'OGIRAD, mais on travaille aussi avec la DGI et la douane, c'est-à-dire réduire au maximum les velléités de fraude. Une initiative saluée par le directeur provincial de la DGRAD Kasaï occidental, Gaston Simonet Messamouka, au regard des avantages que présente la modernisation du système. L'impact, c'est réduire au maximum aussi la grande quantité de documents manuels, comme les imprimés des valeurs. Ici, avec cette informatisation, donc les choses commencent un peu à s'alléger et puis on sait aussi à la minute capter les recettes. Ces assises d'une semaine s'achèvent le 13 avril 2024. De réduire sensiblement les cas d'accidents dus au non-respect du code de la route dans la ville de Bouta, le commissaire provincial de la police nationale congolaise, Bazoueli, a organisé un séminaire de remise à niveau des éléments de la police de circulation routière. La salle de réunion de Caritas Bouta a servi de cadre à cette formation. Un reportage de nos confrères de la RTNC Bouta. C'est dans les soucis de mettre à niveau la police de la circulation routière que le général-major de la PNC province Bazolé, Henri Capent, a organisé ce séminaire à l'attention des hommes en gilet orange. Dans son speech, le général-major Henri Capent explique la déontologie d'un PCR tout en leur montrant le rôle de la police de la circulation routière qui est de protéger la population et ses biens et rendre la circulation flexible. Séminaire mise à niveau. Je vais vous donner 15 jours pour prêcher l'association à Bamotard, avec des documents en appui. Changeons de mentalité. Victime à Liboso, à cause de la commandant parce que yenda za pembene nangai. Ceux qui babenginga balobi que voilà tracasserie et ça les je vais prendre les commandants, je les mets à la disposition de la justice militaire. Le commandant ville, le colonel Koussilunga, remercie le général pour son initiative combien importante. Nous avons parlé de comment dresser un procès verbal des cas d'accident sur la route. Et nous avons appris ça à tous les apprenants. Et cela nous a pris un peu de temps parce qu'il fallait tout reprendre. Parce que c'était parti aussi de votre constat qu'il y avait un salpapa quelque part. L'un des participants dans ces assises n'a pas manqué de mots pour saluer la bonne volonté du général-major qui vient de réveiller leur conscience professionnelle. Durant ces 48 heures, les hommes en uniforme ont été formés sur la déontologie, code de la route et comment faire un PV d'accident. Commémoration du 100e anniversaire de la paroisse Sacré-Cœur, une messe d'action de grâce a été dite pour célébrer cette journée.
La paroisse catholique Saint-Joseph Bamanya, à 12 km du centre-ville de Mbandaka, vient d'être honorée par une émouvante cérémonie d'ouverture d'activités des 100 ans d'évangélisation des missionnaires du Sacré-Cœur en République démocratique du Congo, mais aussi de l'ordination de 2 prêtres. C'est l'archevêque métropolitain de Mbandaka Bikoro, Ernest Mboko Ngombe, qui a officié la messe de cette célébration. À ses côtés, l'évêque de Bokungu Ikela, Toussaint Iluku, dans son homélie devant ordination, homélie tirée du livre de Jean, chapitre 20, versets 19 à 31, l'archevêque exhorte. Vous êtes donc invités à montrer à tout humain qu'il est digne d'aimer et d'être aimé. C'est le grand rêve qui a marqué toute la vie et l'œuvre de votre fondateur, le révérend Père Jules Chevalier. Vous êtes invités à découvrir vous-même que le cœur de Jésus constitue une porte ouverte sur la vie, un chemin de pardon, de réconciliation, de compassion, de don de soi, d'humilité, d'obéissance au Père, d'amour et de charité. Des diacres, en l'occurrence M. Nicolas Babola et Isaïe Mboyo-Lokio, de la paroisse Saint-Joseph, étaient ordonnés prêtres à la grande satisfaction de tous les paroissiens. Rappelons que cette mouvante cérémonie s'est déroulée à l'explanade verte de la cure paroissiale et a été agrémentée par la chorale Saint-Joseph Bamanya. Première plénière de la restauration de l'église de Réveil au Congo, convoquée par le père fondateur sous la direction du représentant légal Évariste Ejiba. Cette rencontre spirituelle tenue au siège de l'église La Foi Abondante est une occasion pour les responsables de l'église et fidèles de confirmer et réaffirmer leur appartenance et adhésion massive à l'église de Réveil au Congo. Rodépanda pour les détails. L'appel à l'unité de l'église en général, prôné par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, se matérialise de plus en plus. Les pères fondateurs de l'église de Réveil au Congo, les éminents hommes et servantes de Dieu, ainsi que les fidèles venus de tous les coins de la capitale, se sont donné rendez-vous à l'honneur de Dieu, le Créateur, raison d'être de l'église de Réveil au Congo pour la tenue de la première plénière de la restauration de l'église de Réveil au Congo. C'est 13 avril, la date reste mémorable pour les REC. Elle marque le début d'un processus de restauration de cette méga structure religieuse, interface avec l'État congolais auprès de la grande famille des églises dites de Réveil en RDC. Tous les membres ont réaffirmé leur affiliation et adhésion à l'EREC en vue de raffermir les liens spirituels et fraternels, car la force réside dans l'union et dans l'amour. La restauration concerne d'abord nous-mêmes comme institution pour revenir à nos valeurs, que sont l'unité et aussi être à mesure de se présenter comme un partenaire crédible aux yeux de l'État. Nous avons prié pour les institutions de la République. C'est aussi notre contribution et aussi mobiliser le peuple de Dieu, les leaders, de manière à ce qu'ils puissent être précaires. Dès la semaine prochaine, il y a plusieurs actions que nous allons lancer pour faire entendre notre voix. Nous, comme Église, nous disons trop c'est trop, nous ne voulons pas de la guerre. Nous avons dit à la communauté internationale de cesser avec le double langage. Dans sa qualité d'intercesseuse de la nation congolaise, en proie face à une guerre d'agression rwandaise depuis plusieurs décennies, le REC pense qu'il faille réviser son état d'unité. La boucle de cette grande rencontre spirituelle s'est refermée sur une prière fervente dite par l'archevêque Kankienza. Clôture à Kinshasa de la première conférence sur les dialogues intergénérationnels sur la participation des jeunes à la paix. Ces cadres qui réunissent les acteurs de la résolution 2250 des conseils de sécurité sur la paix, jeunes et sécurité, ainsi que ceux de la résolution 1325 sur la paix a été organisé pour reconnaître l'importance de la participation des jeunes dans le processus de paix. Reportage. Une bonne nouvelle pour le secrétariat national de la résolution 2250, jeunesse, paix et sécurité. Cette structure vient d'arracher auprès du ministre de la Jeunesse, initiation à la nouvelle citoyenneté et cohésion nationale, Yves Bunkoulou Zola, ici représenté par son directeur des cabinets, la signature du plan d'action national 2250.
Signature sanctionnant ainsi la clôture de l'atelier de formation sur les dialogues intergénérationnels initié par le secrétariat national de la résolution 2250 et financé par les corps d'aide. Histoire de rapprocher l'agenda des deux acteurs du secrétariat national de la résolution 2250 et ceux des 1325 ayant comme dénominateur commun la paix et la sécurité en vue de prévenir les conflits en RDC. Anna Jackie Kitoga, secrétaire générale technique nationale de 2250, a salué l'obtention de la signature qui, selon elle, va permettre à cette jeune résolution de voler de ses propres ailes. Elle a promis de travailler d'arrache-pied pour assurer la participation massive et effective des jeunes à promouvoir la paix et la sécurité en RDC. Notons que cet atelier de 2 jours a également permis aux participants de réfléchir sur la proposition de la note de plaidoyer pour le financement du secrétariat national de la résolution 2250 et des 1325 sur les activités conjointes à mener cette année liées à la jeunesse, femmes, paix et sécurité. L'élévation de Judith Toulouka à la primature n'a pas laissé indifférente la synergie des forces vives de l'Union pour la démocratie et le progrès social. Cette élévation a été saluée par le caucus des femmes candidats de l'UDPS Tshisekedi. C'est avec une joie immense que le caucus des femmes candidates de l'UDPS Tshisekedi a appris la nomination par son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, de Madame Judith Suminwa au poste du Premier ministre de la République démocratique du Congo, notre pays. Le caucus tient d'abord à remercier son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour les choix portés à l'endroit de la femme. Ceci prouve à l'insuffisance qu'il est réellement le champion de la masculinité positive, qu'à travers cette nomination, la femme de la République démocratique du Congo puisse déceler le message fort de l'égalité du genre. Le caucus adresse ainsi les vives et chaleureuses félicitations à Madame la Première ministre, tout en lui souhaitant plein succès dans l'exercice de ses fonctions. Excellence Madame la Première ministre, votre nomination est le reflet de votre dévouement et de votre compétence tant intellectuelle que professionnelle et de votre leadership. Le caucus des femmes candidates de l'UDPS Tshisekedi est fier et honoré de vous avoir comme leader et reste très engagé à vous accompagner pour la réussite de votre mandat. Que l'Éternel notre Dieu vous accorde encore plus de l'intelligence et de la sagesse, gage d'une bonne réussite. Et les anciens dignitaires se sont souvenus de l'un de leurs Justin-Marie Bomboko lors d'une messe organisée en sa mémoire, une commémoration marquant le 10e anniversaire de sa mort. C'était en sa résidence dans la commune de Kitambo. La société civile réunie au sein de la Convention de défense des droits des travailleurs et chômeurs réaffirme son engagement et salue la nomination par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo de Madame Judith Suminwa Toulouka à la primature. Ce, conformément à l'article 36 de la Constitution selon lequel l'État garantit les droits de travail à tous. Suivant cette déclaration faite par le coordonnateur national Christian Mbouyi Tibouabwa. Nous réitérons notre soutien indéfectible au président de la République, chef de l'État et au gouvernement qui sera mis en place incessamment. Saluons la nomination d'une femme par le chef de l'État au rang de Premier ministre en date du 1er avril 2024, en l'occurrence Madame Judith Toulouka. Invitons le chef de l'État à garantir le droit au travail à tous les Congolais, de l'intérieur comme de l'extérieur du pays. Sollicitons du chef de l'État, par le biais du Parlement, la réduction de train de vie des institutions en vue de la création d'un fonds national pour le chômeur, c'est-à-dire mettre en place une caisse de prise en charge des chômeurs répertoriés à travers le territoire national en leur octroyant une bourse de survie en attendant leur intégration dans la vie professionnelle.
Et la formation de la femme, c'est tout un investissement de développement économique d'une nation. La question était au centre de la conférence scientifique organisée à l'intention des étudiants de l'Université Belle Technologie Campus. C'est une façon de relever la dimension de qualité de la femme par rapport à l'image de la femme que l'on veut. Redépendant. C'est une matinée scientifique consacrée à l'être et au savoir-faire de la femme pour évoquer la dimension de ses qualités intrinsèques par rapport à ses compétences et non se focaliser sur les apparences physiques. Les étudiants et l'ensemble du personnel féminin de l'Université technologique Belle Campus ont été sensibilisés sur l'importance de la qualification professionnelle et de la compétence. Dans un esprit de convergence, les conférencières ont mis un accent sur la formation au quotidien de la femme, considérée comme investissement par excellence. Outre l'appel de Madame Émilie Apeka à toutes les femmes à pouvoir s'autodéfinir, Madame Jeanne Mouchi-Yambangou a quant à elle axé son intervention sur les bien fondés de se faire la femme que l'on veut et non celle que l'on voit. En tant que femme, la formation doit se faire au quotidien. Pour répondre au rendez-vous de la parité, c'est la formation. Parce que le problème ici aussi, c'est que la femme elle-même ne se reconnaît pas. Comme on vient de nous enseigner, je crois que mettez-nous en fonction et nous allons nous prouver. On encourage vraiment les femmes à se qualifier, à mettre leurs compétences au service de la nation. Aujourd'hui, nous avons pris du temps à expliquer aux femmes que leur devenir dépend de ce qu'elles veulent et non de ce que les autres veulent. La femme doit se connaître et la femme doit se lancer dans ce gros chantier de l'autodétermination, de compétitivité et de méritocratie. Cette rencontre de réflexion et échanges scientifiques était un motif de joie pour les présidents du conseil d'administration de l'Université technologique Belle Campus. Avec une première dame qui devient Premier ministre, nous espérons que tout ce que nous avons entendu dans cette conférence va se concrétiser. Pour Léopold Bossé-Kotam, la professionnalisation de la femme a un grand apport dans le développement économique du pays. Voilà qui met fin à ce journal de 23h. Merci pour votre attention. Restez toujours en position d'écoute en compagnie de nos programmes dans longtemps. Portez-vous bien et bonne suite des programmes.